Mais si d'utiliser le chat pour faire un commentaire, mais s'ils ont vraiment une question, de peut-être utiliser le Q&A. OK? OK, On va essayer de monitorer tout ça. bien. Eh bien, Là, 1 minute. l'enregistrement est en cours. On peut démarrer si l'enregistrement a démarré, hein. Oui. OK, on est parti. Alors, bienvenue à tous. J'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour la troisième édition du Café Psycho, ayant pour thème le deuil et ses étapes. Alors, pour cette troisième édition, nous avons la chance de recevoir Lucille Jussy, ambassadrice Psycho, mais aussi sophroanalyste, consultante en prévention santé bien-être, et elle a un master en deuil. Aussi un DU éducation thérapeutique du patient à la faculté de médecine de Reims, sophrologue, fondatrice d'un centre d'accompagnement et animatrice de séminaires sur reconstruire après un deuil. Ainsi que Claudine Billet, qui est experte en gestion du deuil et auteur du livre Un pas à la fois sur le chemin de Mathilda. Mhm. Alors, Lucille, Bonsoir. bonsoir. Pour aborder ce thème complexe, ce serait bien que tu nous expliques qu'est-ce que c'est en fait le deuil. Hmm. Alors, donc, chers membres de la tribu Psio, déjà, ravi de vous retrouver ce soir. Et l'idée, c'est en fait en même temps de faire tout le lien. Et oui, le deuil, déjà, c'est important dans le cadre de pouvoir expliquer qu'on ait le même langage. En fait, on va dire, alors, moi, j'ai une expérience par rapport au deuil. Peut-être que je vais utiliser des mots, d'autres personnes utiliseraient d'autres mots, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je le sens et que je l'ai préparé en même temps ce soir. Donc, c'est vraiment une expérience, enfin, de tout ce que je peux ressentir, c'est vraiment expérience. Et déjà, le mot deuil, souvent, ça vient du latin dolus et c'est associé à la souffrance, en fait. C'est déjà ce mot-là et c'est une réponse, on va pouvoir le dire, une réponse émotionnelle, psychologique, parfois physique et c'est lié à la perte, en fait. Donc souvent on parle de deuil, de la perte d'un être cher, mais il y a aussi énormément d'autres deuils qui se font dans la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on avait fait le lien aussi par rapport à ça. Et ces pertes-là peuvent être très, très variées en fait, hein. Donc c'est vraiment une expérience commune et universelle. En fait, ce qu'on pourrait dire, si on arrive à comprendre, c'est que ce deuil, c'est comme si on faisait une cicatrice, vous voyez? Comme si on avait une cicatrice. Alors moi, je dis souvent, la cicatrice, elle est sur le cœur, parce que c'est un deuil par rapport à... Plus on a de liens avec notre perte, et plus émotionnellement c'est élevé, on va pouvoir dire. Et c'est ça, en fait. Si on a une cicatrice, et on l'oubliera jamais, cette cicatrice. Par contre, soit on met un pansement dessus, et on n'y pense pas, surtout, il ne faut pas que j'y pense. Soit effectivement, on décide d'interagir différemment et pourquoi pas de réparer cette cicatrice tout doucement à notre rythme parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que chaque deuil est complètement différent et que on le vit tous d'une manière complètement différente. C'est vraiment un processus naturel, mais pour en même temps bien comprendre, c'est ce qui est fort, c'est qu'on le vit pas de la même façon. Donc c'est pour donner un petit peu un cadre, voilà, par rapport à D'accord. ça. Et alors, donc, les différents types de deuil, est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, il y a alors le premier deuil souvent dont on parle, c'est la perte d'un être cher. Donc c'est le deuil d'un proche, c'est le deuil des parents. Ça peut être aussi la perte d'un enfant, mais c'est aussi le deuil peut-être d'un projet
quelque chose qui ne s'est pas fait. Ça peut être une rupture relationnelle, vous savez, les divorces, les séparations, les amis. Ça peut être aussi par rapport à la profession. Donc, il y a tout ce qui est licenciement, la retraite. Il y a certaines personnes où c'est très, très difficile le passage à la retraite. Donc, en fait, le deuil, ça peut être associé aussi à un passage, à un changement. Ça peut être aussi la perte d'un projet, d'un rêve, d'un changement de vie. Voilà, quelque chose qui va être transitoire et qui va faire qu'il va y avoir un processus d'adaptation quelque part. Et souvent, il y a des émotions qui sont associées par rapport à ça. Donc, il peut y avoir des émotions très fortes. Et puis, dans certaines expériences, il peut y avoir un mal-être qui peut être associé par rapport à ça. D'où l'importance aussi d'utiliser le psy par rapport à ça sur la gestion des émotions et en même temps sur la gestion du stress, puisque le deuil, il y a aussi ces pertes-là et ça génère, en fait, je vais vous expliquer dans les étapes, c'est ce processus-là de mécanisme de détresse qui se met en route et qui génère un stress. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler, on a compris qu'il y a euh, différents types de deuil, mais est-ce que le deuil, malgré qu'il y ait différents types, est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Est-ce qu'il y a des étapes Oui. dans ces différents deuils? Oui. Ah ouais. On entend souvent parler des étapes du deuil. Alors, en discutant, quand on a échangé avec Claudine, il y a des étapes qui sont communes à tout le monde. En fait, on va parler des 7 étapes du deuil. On en entend souvent parler. Et alors, ces étapes-là, en fait, c'est un processus. En fait, le processus dans les étapes, ça va être le processus de cicatrisation. Les étapes, comme on les connaît ou on peut entendre, alors il y a des spécialistes, il y a des grands spécialistes du deuil en France, euh, mais en fait là où moi j'interviens le plus, c'est sur se reconstruire après un deuil, donc conjoint, conjointe, et donc j'interviens sur des séminaires sur la Champagne-Ardenne, et souvent ces étapes-là, les personnes me disent ça, c'est quelque chose qui fait que on ne sait pas comment on va les réaliser. On ne sait pas ce qui va se passer en fait. C'est ça aussi. Si on va vers l'inconnu, on va vers du mystère parce que déjà au niveau des émotions, on ne sait pas du tout comment on va être. Bon, il y a le chagrin, ça c'est clair, mais il peut y avoir de la colère, de la culpabilité. Et je dirais qu'en fait, sur ce qui va être aussi très important, c'est savoir qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je peux faire. Et souvent, si on comprend bien que le deuil, c'est une rupture, il va y avoir comment je vais pouvoir me retrouver avec moi, parce que ça peut être aussi une rupture avec soi-même. Et donc, dans la formation que j'ai eue, en fait, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir regrouper le deuil en 3 phases. On a cette première phase qui est la phase initiale, où c'est là le choc, la sidération, c'est ça. Et il y a un mode automatique qui s'opère. Et là, en fait, plus l'attachement avec soit la perte, ça peut être le projet ou l'être cher, plus l'attachement est intense, plus effectivement ça peut être dans le processus du deuil aussi intense. Et là, en fait, il y a un message de détresse souvent qui s'opère et c'est ce qui fait qu'on est un peu dans cette gestion du stress qui va être difficile. Et puis, on a dans la deuxième phase, les phases centrales. Et cette phase centrale, ça va être soit on va rechercher, on va fuir, on va essayer de se raccrocher, en fait, pour essayer de voir comment je peux garder cette relation avec, par exemple, ce projet, comment je peux en parler tout le temps pour dire, ben, j'essaye de me raccrocher à ce projet. Et puis, souvent dans le deuil, c'est aussi la douleur. On a cette douleur qui est assez forte. Et dans cette phase centrale, on peut avoir cet état où on se dit, mais ça va passer avec le temps. Et en fait, non, parce que le message de détresse, il est toujours là. Et souvent, dans cette phase centrale, ça va être parfois peut-être pire qu'au départ. Et c'est là où c'est difficile. On va se dire, mais j'ai des hallucinations, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, on peut avoir ce lien et ce manque qu'il peut avoir. On va vers un nouveau processus. Et puis, c'est là où les émotions arrivent, la culpabilité, la colère, le sentiment d'abandon. Il y a plein de choses qui se jouent.
Et la dernière phase qu'on peut retrouver, chez nous, on l'appelle aussi comme ça, c'est la phase de résolution. En fait, c'est une phase de cicatrisation. Et en fait, c'est une relation qu'on va amener de cœur à cœur. C'est de se dire, ben, en fait, je peux opérer un changement, il peut y avoir un changement qui se fait. Et du coup, par exemple, dans la relation sur la perte du conjoint et conjointe, on n'oubliera pas la personne. C'est souvent ce que je dis en séminaire, c'est que l'objectif, c'est pas d'oublier. L'objectif, c'est de pouvoir avoir cette relation-là, en fait. Et c'est comment retrouver goût à la vie, comment avoir ces petits bonheurs qui sont importants pour nous, justement sans culpabilité, sans toutes ces émotions, et le fait de cicatriser, d'avoir la place d'acceptation, va faire que bah, du coup, ça va avancer tout doucement, en fait. Alors, on va pas d'un seul coup, les étapes, hein, vous l'avez bien, on va pas d'un seul coup, allez, paf, je change d'étape. Non, ça marche pas comme ça, en fait. On va avancer un petit peu, faire un petit bonheur, aller se faire plaisir, se retrouver, parce que c'est ça aussi, il y a l'estime de soi qui joue, il y a plein d'interactions et moi je les appelle les pertes secondaires derrière. Et c'est là, en fait, au fur et à mesure, tout doucement, avec le temps, en comprenant ce qui se passe à l'intérieur, en étant accompagné par certaines personnes. Et puis en France, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations aussi qui accompagnent, mais il y a aussi beaucoup de personnes et de spécialistes qui accompagnent par rapport à ça. Donc voilà un petit peu le processus et les phases, comme on pourrait les appeler sur ce processus de deuil. Effectivement, quand on parle de deuil, on pense à quelqu'un qui est décédé, hein. Mais effectivement, maintenant que tu le présentes comme ça, il y a beaucoup de choses dans la vie dont on doit faire le deuil. D'ailleurs, on le dit, hein, dans l'expression populaire. On doit faire le deuil d'un projet, on doit faire le deuil d'une amitié qui a disparu, on doit faire le deuil d'un travail qu'on a quitté. On doit faire le deuil de plein de choses finalement, et quelque part, c'est un peu le même processus, sauf que l'événement le plus grave, c'est évidemment la perte d'un être cher. Et alors, il y a évidemment différents types de deuil, parce que même quand on parle de décès, il y a des décès qui sont très difficiles à accepter, comme les décès des jeunes, d'enfants, de jeunes personnes. Les décès de personnes âgées, évidemment, c'est un deuil à faire aussi, c'est très difficile aussi, mais c'est plus acceptable quand on a eu une vie entière qu'un enfant, par exemple. Donc je crois qu'il y a vraiment différents types de façons de gérer ça et d'intensité. Et moi, je voulais participer un peu, même si c'est ta spécialité. J'ai eu pas mal de deuils à faire dans ma vie. Il y en a un qui était beaucoup plus grave que tous les autres. C'est la perte d'un jeune frère qui avait 19 ans. Et je me souviens que la seule chose qui parvenait à calmer le cauchemar, la douleur, la seule chose pour moi et ma mère, c'était de se dire, bon, c'est un truc qu'on a trouvé spontanément, intuitivement, se dire c'est le destin. Tu vois. Cette histoire de destin avait un pouvoir apaisant, vraiment significatif. Et c'était la seule chose qui arrivait à nous apaiser quelque peu. Parce Oui. qu'effectivement, euh, la cicatrice, elle va rester, hein, toute la vie, mais bon, il y a sans doute, c'est effectivement les différentes phases dont tu as parlé, la phase de sidération et puis la phase, je ne sais pas comment on peut dire, de réparation, C'est ça, de cicatrisation, de de réparation. On peut cicatrisation. l'appeler, voilà, La de cicatrice reste, mais elle se cicatrise. résolution aussi, d'accepter, voilà, on accepte quelque part qu'il n'y aura plus la relation, en fait. En tout cas, moi, je voulais partager ça, c'est que Mm. le fait de se dire c'est le destin, c'était quelque chose d'imparable. Mm. Et ça nous a aidé beaucoup. Oui, ça permet justement d'utiliser des pratiques apaisantes. Euh, quand je suis en séminaire avec les personnes, je les accompagne pendant 4 jours. Donc, on a la chance en France de pouvoir être accompagné par les caisses de retraite. Donc, c'est les caisses de retraite qui, effectivement, financent ces séminaires-là. Et on les accueille le dimanche.
Et donc, du coup, on a 4 jours. Donc, je suis l'intervenante principale. On a aussi le sommeil, enfin voilà, une diététicienne et puis un peu de sport. Et souvent, dans les personnes, à un moment donné, je sens la phrase qui peut être dite, c'est alors oui, c'est difficile. Voilà, il y a toujours puis il y a des deuils qui sont quand même complexes. Mais souvent, je leur dis, mais les personnes qui sont parties, souvent je leur dis, vos maris et vos femmes, qu'est-ce qu'elles voudraient pour vous? Est-ce qu'elles voudraient que vous soyez dans cette grande tristesse? Ou qu'est-ce qu'elles vous diraient si elles étaient encore là? Et pour certains, ça apaise aussi énormément. C'est vraiment intéressant d'avoir, alors c'est reprendre goût, hein, il y a vraiment toute une phase de reconstruction par rapport à ça. Et cette phase de reconstruction, à un moment donné, c'est aussi voilà, se retrouver soi, en fait, parce qu'on s'oublie et c'est retrouver soi. Mais je comprends aussi ce que tu dis. Moi aussi, dans le cadre de mes études, et c'est pour ça que je suis devenue une spécialiste du deuil, j'ai aussi un grand deuil à faire, moi, personnellement, et qui a été une phase aussi très, très difficile. Et l'acceptation est le plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des émotions de temps en temps quand on peut en parler. Mais effectivement, c'est un deuil où bah, c'est en même temps, c'est pas un deuil. Souvent, c'est ce que je dis, il y a des effets secondaires. C'est un deuil où ben, il y a la perte des projets, il y a des tas de choses qui se jouent derrière, en fait. C'est la perte, j'appelle ça les pertes secondaires, en fait. Mm. Mais à part, par exemple, se dire c'est le destin, qui est un moyen pour s'apaiser, quel que soit le deuil à faire d'ailleurs, on peut toujours utiliser ça. Est-ce que tu as d'autres conseils pour aider à la cicatrisation? Alors, je dirais, ça va dépendre comment est l'intensité du deuil. Ça va être vraiment ça. C'est en fonction de l'intensité du deuil, où en est la personne et surtout quelles sont ses émotions. Parce que ça va être différent. Et c'est, je pense que euh, continuer à vivre sans culpabilité. Et le conseil que je peux donner, c'est justement, les émotions, elles vont être là pour montrer un certain nombre de choses. Donc, c'est lâcher ces émotions-là qui vont faire qu'on va aller vers la cicatrisation. Ça, c'est un point. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais je pense qu'une démarche de gérer ça va faire en même temps que c'est une opportunité, en fait, en même temps de quelque part de transformation qui va faire que du coup, on va réveiller quelque chose. Euh, Parce que par exemple, je vois bien dans ma famille et dans les personnes, elles disent oui, mais si je déménage, on avait la maison en commun. Si jamais je quitte la maison, je l'abandonne quelque part. Voilà, et c'est en même temps s'enfermer. Donc, je crois qu'il y en a un des plus grands aussi. Il peut y avoir, tu sais, la colère de ce qui peut se passer. Souvent, on a la colère en fonction de tas de choses. J'ai la colère ça peut être du monde médical ou de quelque chose qu'on n'a pas fait. J'avais un monsieur, sa femme, elle avait été obligée d'aller à l'hôpital et elle est décédée. Et lui, il est en colère contre lui-même parce qu'il avait accepté ça. Donc, tant qu'il reste dans sa colère, effectivement, ça va être difficile de pouvoir accepter effectivement et de cicatriser en fait. Mm. Mais quand tu dis lâcher les émotions, comment faire? Eh ben, c'est là notre métier. C'est là notre métier et c'est là où, en fonction de la personne, dans quel cadre elle est, dans ce qui lui arrive, va permettre de lâcher et d'accepter, de les observer. C'est ça, c'est de les accepter, de les observer, d'apprendre. Et d'ailleurs, il y a énormément de séances dans le psycho par rapport à ça. Le lâcher prise, il est hyper intéressant par rapport à ça. Et transformer, il y a une séance, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a énormément de séances. Si on regarde toutes les étapes et si on regarde comment ça fonctionne, mais on a regardé tout à l'heure avec Valériane, mais je dirais les 3 quarts de ce que l'on a peut Oui. être utilisé dans ce cadre-là. Mais c'est juste incroyable, quoi. Mm. Mais je vois déjà deux choses intéressantes. C'est d'abord prendre soin de soi, que tu Oui, évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Parce que on imagine aller promener, parce que même aller promener, ça doit être très difficile de oui, sortir de chez soi et de faire un changement d'habitude et peut-être même un effort physique. Bon, là, c'est vrai que le psycho, la lunette psycho, elle s'utilise facilement.
Et Oui, alors, il y a des programmes, évidemment, qui permettent un certain lâcher-prise, qui est une gymnastique de l'esprit. oui, Plus on le fait, plus on arrive à lâcher facilement. Et donc, c'est pour ça que je pense vraiment comme une gymnastique oui, euh, qui va donc renforcer cette façon de lâcher l'attention en un mot, tout à fait. euh, la concentration sur l'extérieur, le réel, et de se retrouver dans un no man's land qui est ressourçant. Bon. Oui, Et puis, il y a évidemment les programmes. Donc, tu parlais de lâcher prise, mais bah, il y a gestion de stress, je suppose. Il y a... c'est ça. Évidemment, on ne va pas écouter Joie de vivre quand Pas tout de on... suite. Pas tout de suite. Au début, c'est pas ça. C'est trop violent. On ne peut pas passer de la tristesse, la mélancolie à la joie. Il faut d'abord laisser s'installer la phase de sidération, ensuite laisser la place à la cicatrisation et peut-être dans un dernier temps utiliser des programmes comme ça, c'est trop tôt. Oui, Mais par contre, il y a se libérer l'esprit, il y a exactement. s'endormir, les programmes pour s'endormir. Je suppose que bon, ça va aider à stopper la rumination Oui. et à récupérer, à dormir. Je pense que le sommeil, c'est salvateur aussi. Oui, parce que tout est bousculé en fait, hein, le sommeil, l'alimentation. Dans le cadre de la gestion du stress, c'est pour ça que sur la première période où il y a le choc, en fait, il y a quelque chose qui se joue dans le système nerveux qui fait que du coup, on n'a pas envie de manger en fait, hein. On le voit, la plupart du temps, les gens ont une réaction d'ailleurs à un mode de fonctionnement automatique. Je suis allée dernièrement à un enterrement où du coup, bah, les personnes, on se dit, bah, c'est incroyable, il y a un truc qui se met en route en fait, il faut que je sois forte. Voilà, il y a des choses aussi, des injonctions qui sont aussi derrière assez fortes, mais dans le processus, il peut y avoir, comme tu disais, c'est difficile de sortir, oui, parce qu'on peut avoir cette période de repli sur soi, en fait, hein. Les personnes sont passées à autre chose, ou notre projet, bah, du coup, il a capoté, et si la personne, elle est toute seule, il peut y avoir à un moment donné, ce repli sur soi. Et effectivement, passer des étapes, ben, ça demande de l'énergie, en fait, hein. Ça consomme énormément d'énergie. Et c'est pour ça que je dis le psio a toute sa place vraiment dans cette partie-là pour justement en même temps booster. Ça peut être le matin qui va nous donner l'énergie et le soir qui va permettre de pouvoir gérer le stress, le sommeil et puis les émotions. Mm. Et est-ce que tu penses que le fait de rester en activité pour s'occuper l'esprit la journée, est-ce que Alors, ça... ça va dépendre de tas de personnes. Il y a des personnes, elles vont être tellement Hmm. voilà, sur le projet qu'elles préfèrent rester dans le repli. Et puis en France, alors je ne sais pas si au Canada et je pense qu'en Belgique non plus, ils ne sont pas comme ça, mais en France, on a du mal, on ne sait pas comment dire quand quelqu'un a un projet qui a capoté ou une situation difficile. Le ça va en France, en fait, on ne sait pas, on sait l'utiliser tout le temps, mais dans ce cadre-là, on ne sait pas quoi dire. Et ça, souvent, c'est assez difficile. Alors, il y a une technique qui peut être assez intéressante pour reprendre contact avec les autres, c'est que quand ça ne va pas, est-ce que vous avez déjà réussi à dire, bah, écoute, ça ne va pas, je ne suis pas bien, j'ai ça qui, voilà, je viens de vivre un deuil, c'est difficile. On va pas le dire, ça. Donc, par contre, c'est si on a nos textos, on a nos portables, si on met un petit émoticône à l'envers pour dire, ben voilà, je ne vais pas bien, effectivement, et c'est la personne qui appelle qui fera effectivement que ce sera plus facile d'en discuter, en fait. C'est ça aussi, c'est notre communication est là, du coup, assez importante. On avait parlé j'aime bien l'histoire du dessin, c'est une marguerite en fait. Une marguerite, c'est une fleur, il y a plusieurs pétales et on peut se rendre compte que cette marguerite peut nous donner beaucoup d'indications. Et moi, j'invite les personnes qui nous écoutent à, pourquoi pas, après, dessiner une marguerite et dans une des pétales, pourquoi pas d'écrire le nom d'un événement, de mettre le degré d'intensité, parce que c'est ça aussi, justement, de l'émotion. Pourquoi pas de nommer cette émotion et de regarder dans l'instant le deuil, comment on le sent. Est-ce qu'on va plutôt être dans une couleur qui va être grise? Comment on va regarder ce deuil-là? Et au fur et à mesure du temps, quand on passe à la phase de cicatrisation,
on voit les personnes, enfin, j'ai fait des photos des séminaires avant et après, mais je vous assure que les visages, ils sont complètement différents. Quand je vois les projets, puisqu'on arrive avec des objectifs à la fin du séminaire, quand on voit les objectifs, ça s'appelle le plan d'action. On découpe des catalogues, hein, j'amène des catalogues où ils en amènent, on Je découpe. t'interromps. Est-ce que tu peux me réexpliquer l'histoire de la marguerite? J'ai pas bien Oui, compris. ben, genre, je continue. Et donc, la marguerite, et quand on change et qu'on arrive à la période de cicatrisation, on va changer de couleur, en fait. On va regarder ce qu'on vient de traverser, ce mystère d'une autre façon. Et la marguerite, peut-être qu'au départ, la pétale, on a mis le nom d'un projet qu'on a passé ou un événement qui était difficile, qui était peut-être en gris ou en noir au départ, ben, va passer sur du jaune, par exemple, ou sur du rouge. Et si vous avez déjà essayé de passer du rouge sur du gris, ben on voit quand même le gris, il s'efface en fait. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de la marguerite, on met plusieurs deuils et on se rend compte qu'on passe tous des deuils. Et certains, il y en a des petits deuils, ils sont petits, hein, on va dire, émotionnellement, dans le degré d'intensité. Et d'autres, ils sont grands. Donc, on va faire une petite pétale ou une grande pétale. Voilà. Je m'excuse, mais donc, marguerite, il y a plusieurs pétales. Donc, dans un Oui. pétale, tu mets l'intensité. D'accord. Tu mets dans une pétale, tu écris un deuil. Ça peut être le nom d'un événement, le perte d'un projet, le perte de quelque chose. Tu mets de 1 à 10 ton degré d'intensité, puisqu'il y a des deuils qui vont passer plus facilement si l'intensité elle est à 2 ou à 3. Et on peut mettre l'émotion. Donc, dedans, on va pouvoir observer l'émotion qui a été associée à ça. Mhm. Et même l'émotion de mettre une intensité. Et après, on voit la couleur de départ et la couleur quand effectivement on arrive sur la phase de cicatrisation. Et tu dessines une marguerite tous les mois, toutes les semaines, quand tu veux. Quand tu veux, quand tu as envie de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai passé dans ma vie? Ça peut être, j'ai des personnes qui me disent, cette marguerite-là, ben, je l'ai fait à la fin de l'année. Voilà, à la fin de l'année, je regarde tout ce que j'ai pu passer comme étape dans ma vie. Mm. Ok. Bien. Voilà, la Merci, marguerite. Lucille. C'est vrai que c'est un sujet qui est tellement complexe puisqu'il y a tellement de deuils possibles. Étant entendu que le pire, c'est la perte d'un être cher, bien évidemment. Alors, je vais passer maintenant vers Claudine. Bonsoir. Euh, Bonsoir Claudine. Ça va bien tout Donc, le monde? alors, on a parlé déjà de différents types de deuil, mais il y en a un spécifique qui est le deuil blanc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, est-ce que tu me permets juste de dire un peu le contexte de où je suis, d'où je pars, pourquoi je Oui. parle de deuil? En fait, j'ai plusieurs spécialisations ou plusieurs formations, puis j'ai choisi consciemment de travailler le deuil depuis plusieurs années parce qu'en faisant mes propres formations sur le deuil, c'est ce qui m'a amené dans ma propre lumière. Et j'ai pu voir à quel point quand on ose dire ce qu'on a mis sous le tapis avec les années, parce que souvent le deuil, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Je fais faillite, j'en parlerai pas, j'ai honte de faire faillite. Je suis congédiée, j'en parlerai pas, je vais vivre ça tout seul. Donc, tu sais, mais quand on ose mettre des mots sur ce que l'on vit, c'est ce qui va nous libérer. C'est ce qui va nous aider à cheminer et avancer. C'est sûr qu'il y a des méthodes alternatives qui viennent nous aider, entre autres avec la lunette psycho et tout autre soin d'accompagnement qui sont bons. Mais moi, dans mon expérience de vie, c'est ce qui m'a vraiment transformée, de pouvoir travailler un deuil qui était vieux de 33 ans, que je disais, ah, ben, je l'ai fait, mon deuil, j'ai pas besoin de le travailler. Puis, tu sais, avant de faire cette formation-là, je te dirais qu'à chaque fois que j'entendais la possibilité d'un décès de quelqu'un, même dans un film, je pleurais dès que je l'identifiais et je pleurais vraiment énormément. Et j'ai réalisé qu'avec le temps, c'était mes propres deuils non résolus que je pleurais à travers la, la vie des autres ou à travers un film que je voyais. Fait que, tu Donc, sais, juste pour tu mettre en contexte. encourages, donc toi, tu encourages la communication avec un J'encourage la spécialiste, un communication. coach J'encourage, de oui, vie, un psy.
Oui, oui. Vous Puis nommez les choses. ne serait-ce que de se parler à soi, tantôt tu demandais à Lucille des trucs, mais d'écrire, je suis certaine que Lucille le donne aussi, ce truc-là, d'écrire, d'entrer en conversation avec ma peine, avec ma douleur, le sentiment d'injustice. Hey, ça se peut-tu qu'il soit parti avant moi? On entend souvent dans les couples. Hey, tu vas mourir avant moi, puis c'est l'inverse qui arrive, là. Il peut y avoir de la colère, le sentiment d'injustice, la frustration, quoi que ce soit. Mais pour aider, c'est aussi passer par l'écriture si on n'a pas personne à qui en parler. Fait que c'est vraiment essentiel d'être à l'affût de comment ça se passe à l'intérieur de moi. Et je te dirais qu'au fur et à mesure que j'accompagne, je suis un peu comme Lucille, je fais des 4 jours de retraite que j'appelle apaiser l'âme en deuil, hein. On vient chercher une forme d'apaisement, une forme de sérénité. Et c'est vraiment essentiel de trouver des façons de décharger, si on peut dire, toute l'émotion ou toute la charge qui est prise à l'intérieur de soi, parce que sinon, elle nous cause des freins, elle nous enlève le goût de vivre, elle nous enlève le goût de bouger, elle nous enlève le goût de sortir, tu sais. Fait que Il y a c'est quelque chose vraiment, qu'on entend souvent, c'est j'aurais dû, j'aurais dû, oui, j'aurais dû. Ça, j'aurais dû. Fait que c'est c'est automatique. exactement. Fait que dans le fond, dans les T'as pas de principes, c'est prise. vraiment revenir dans ton corps parce que là, c'est là que tu vas pouvoir avoir des prises dans les j'aurais dû. Les j'aurais dû font partie des mots qu'on va se dire qui amènent à vivre une culpabilité, qui amènent à se juger après, se dévaloriser et tout ça, qui viennent toucher l'estime et la valeur de soi, un peu comme Lucille le disait plus tôt aussi. J'avais juste besoin de faire ce petit préambule-là avant de répondre à ta question, parce que tu as posé la question au niveau du deuil blanc. Parce que, dans le fond, je peux parler du deuil blanc parce que au Québec, j'ai été conseillère en hébergement pendant près de 17 ans pour aider les personnes âgées à trouver des résidences appropriées à leurs nouvelles conditions. Et je peux vous dire que j'ai accompagné énormément de familles euh, qui avaient des parents avec des pertes cognitives importantes. OK? Donc, j'ai moi-même eu ma belle-mère qui a présenté des problèmes cognitifs, mon beau-père qui a présenté des problèmes cognitifs, et ben, ça amène à être à l'affût de comment ça se passe pour les personnes qui n'ont pas les problèmes, mais qui accompagnent les prochains aidants, les enfants. Tu sais, puis la particularité du deuil en blanc, c'est que on est en train de perdre contact avec la personne telle qu'on l'a connue. C'est pas ma mère qui me parle ou mon père qui me parle ou mon oncle qui me parle ou mon grand-père qui me parle. Je le C'est, il me reconnais parle plus. à travers la maladie. Il me parle plus de la même façon qu'il me parlait auparavant. Puis tu sais, la maladie, je pense que vous êtes toutes en contact de près ou de loin avec des gens qui ont eu des pertes cognitives. Mais avant qu'on s'en rende compte, avant que ça soit diagnostiqué, ça fait déjà plusieurs années que la maladie fait ses petites œuvres parce que ça commence par des petites choses, toutes petites, qui s'additionnent. Puis là, au début, la famille a dit, ah ben, elle entend bien ce qu'elle veut entendre, hein? Elle est sourde à son heure, tu sais, ou elle fait ce qu'elle veut, mais elle a la tête dure, elle veut, tu sais, là, je le mets souvent au féminin, mais je l'ai entendu aussi au niveau du masculin. Il a la tête dure, il fait juste qu'est-ce qu'il veut, tu sais. Mais non, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent, des transformations qui se vivent, même dans leur propre corps aux personnes qui perdent la mémoire. Puis, tu sais, c'est des personnes qui ont une vie et qui savent aussi comment réagir. Mettons que je vois Evelyne, puis qu'on parle de sa mère ou qu'on parle de son grand-père qui perd la mémoire. Ben, puis on va dire, t'as-tu remarqué? Puis là, on va dire, oui, mais il est habile. Parce que tu lui demandes il est quelle heure? Ah oui, tu peux-tu me dire, toi, il est quelle heure? Ou c'est quoi la journée? Ou, tu sais, ou ah, ben ouais, je l'ai oublié, mais là, ça me revient. Tu sais, fait, ils vont se cacher derrière des mots, des situations, entre guillemets. Puis, ce que j'ai pu voir aussi dans les couples, c'est que
souvent, il y en a un qui va dégénérer au niveau cognitif et souvent l'autre va être plus physique. Fait qu'un et l'autre viennent se combler, mais ça se vit dans le couple et ça se parle pas très au niveau des enfants. Puis là, une année, oups, il y en a un qui est hospitalisé, puis on s'aperçoit, ah oui, c'est vrai, il y avait vraiment des grosses pertes cognitives, on s'en rend pas compte, tu sais. Puis même, tu sais, des fois, la personne va penser qu'elle est allée prendre sa douche, mais elle est ressortie, puis elle l'a pas fait, son idée a été ailleurs. Fait que là, on va Mobile. s'apercevoir qu'il y a des pertes, qu'il y a des pertes d'habitude au niveau de l'hygiène et tout ça. Puis c'est souvent ça les premiers signes, hein. Tu vas voir, mettons, les gens vont dire, hey, ma mère était toujours coquette, mais là, elle arrive, elle n'est pas coiffée, elle n'est pas maquillée. Puis ses vêtements, il y a des taches, puis elle continue à les porter. Mais ça, c'est des premiers signes avant-coureurs qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, tu vas ouvrir le frigidaire, mais c'est désorganisé dans le frigidaire. Je cherche la télécommande, on ne sait plus comment s'en servir. Fait que oui, tout ça, ça fait partie du deuil blanc parce que ça avance très tranquillement. Puis là, maintenant, ben, c'est à nous de se dire ou de voir, quand on sait que la personne a des pertes cognitives, d'être moins dans l'excuse que la personne comprend bien ce qu'elle veut comprendre, mais de venir voir, moi, qu'est-ce que ça me fait vivre en tant qu'enfant ou en tant que proche aidant, de voir mon parent perdre cette autonomie-là. Parce que plus je suis alerte à ça, plus ça me permet d'être disponible de façon différente. Puis tantôt, j'ai nommé deux personnes, mais j'ai ma maman d'adoption que dans les dernières années de sa vie, elle perdait des capacités cognitives aussi. Puis moi, en fait, ça m'a énormément touchée de la voir dans les dernières années de sa vie parce qu'elle a passé, je te dirais, les 2 dernières années de sa vie à pleurer, mais à pleurer. Puis là, elle comprenait, elle était même plus capable de nous dire pourquoi elle pleurait. Puis là, il venait une idée dans la tête, elle essayait de mettre des mots dessus, puis oups, déjà les mots étaient partis, étaient prises avec l'émotion. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'ai voulu bien faire, alors j'essayais de la sortir de cette peine-là qu'elle avait, tu sais. Fait que j'ai demandé, maman, c'est quoi votre plus beau, qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans votre vie? Fait qu'elle me dit, ma famille. Et elle repart à pleurer encore plus fort. Je dis, oh my God! Moi, là, en fait, je l'ai faite dans une bonne intention parce que j'essayais de l'amener dans une émotion positive. Et ce que je me suis aperçue à travers cette intervention-là, bien que je sois formée comme thérapeute en relation d'aide, formée comme coach en neurosciences, formée à être à l'écoute de ce que je vis pour mieux être à l'écoute de l'autre, bien, face à maman de la campagne, j'ai eu de la difficulté à être à l'écoute de ce que je vivais. Et face à elle, je vivais énormément d'impuissance. Et comme je n'ai pas été à l'écoute de mon impuissance, ben, j'ai agi, peut-être que vous entendez ça vous aussi dans vos expressions, j'ai agi en sauveur. J'ai voulu la sortir d'un endroit que je croyais qu'elle n'était pas confortable, mais en faisant ça, c'est moi que je m'enlevais de l'inconfortabilité. C'est pas, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais j'aime ça en inventer. Donc, mais si j'avais été à l'écoute de mon sentiment d'impuissance que je vivais, mon intervention auprès de moi, elle aurait été complètement différente. Je l'aurais juste accueilli en disant, vous avez de la peine, hein? On va pleurer ensemble. J'aurais pris la main, puis je l'aurais accompagné comme ça. Tu sais? Mais ça fait partie du deuil blanc d'être capable de venir voir moi ce que je vis en tant que personne. C'est pour ça que je me permets de vous donner un exemple pour que ce soit clair. Parce que souvent, on va faire des choses parce que nous, on vit un inconfort, parce que nous, on vit une impuissance, parce que nous, on vit une incompréhension. Mais si je prends le temps, moi, d'être douce et bienveillante par rapport à ce que je vis, imaginez ce que je peux offrir en retour à l'autre. C'est puissant. Ça joue dans les deux côtés. C'est vraiment, vraiment important. Puis, tu sais, j'ai le goût de dire, à travers ça, quel que soit le deuil, que ce soit un deuil en blanc, parce que moi, ce que je trouve triste, en fait, là, j'ai plusieurs idées qui me popent en même temps, mais ce que je trouve triste dans le deuil en blanc, c'est qu'on fait le deuil de la personne de son vivant, mais quand le décès va arriver, je vais avoir un autre deuil à vivre. Donc, j'ai deux deuils à faire. Oui, Au même ça, titre c'est qu'un une sorte parent de, absent.
Tu sais, un parent absent, j'ai eu à faire le deuil de mon père ou de ma mère absente dans ma vie, mais quand ils décèdent, j'ai un autre deuil à faire. Un Deuil. double deuil. J'ai le double deuil, mais c'est la même chose avec le deuil en blanc. Parce qu'un deuil, bien que des gens, tu sais, des gens viennent des fois, puis là, ils me disent, ah, j'aimerais ça, savoir comment accompagner le deuil de mes parents. Mais est-ce qu'ils sont décédés, tes parents? Non. Ils sont vieillissants? OK. Fait que moi, je pars du principe qu'un deuil, on ne sait jamais comment on va réagir. Parce que chaque deuil est unique. Comme nous autres, on est tous uniques, hein. On a toutes des empreintes digitales qui sont toutes différentes d'une personne à l'autre. Même les jumeaux ont des empreintes différentes. OK? Donc, chaque deuil est unique. Pourquoi? Parce que c'est la relation qu'on a avec la personne ou avec la situation qui fait l'ampleur du deuil ou l'intensité du deuil. Je peux vous connaître seulement depuis 3 mois, mais être complètement investi dans la relation avec vous pendant 3 mois. Puis quand j'apprends le décès, je suis aussi touchée que quand c'est mon père qui est décédé. Tu sais, fait que ça va dans l'intensité du lien ou dans l'intensité, je sais pas moi, un congédiement. Dans l'intensité de l'implication au niveau de l'emploi, ben, il y a des congédiements qui vont me jeter à terre, excusez l'expression, autant qu'un deuil. Puis l'autre fois, je me suis présentée dans un groupe des réseautages au niveau comme spécialiste du deuil. Puis l'animateur, il dit, moi, le deuil, je trouve ça super important. Puis il dit, je vais vous dire quelque chose. Le deuil le plus difficile à faire pour moi, c'est le deuil de mon frère qui est en chicane avec moi, qui ne me parle plus depuis 30 ans. Par rapport au deuil de mon père, ça a été beaucoup plus facile. Mais de ne plus parler à mon frère depuis 30 ans, c'est un deuil qui est très, 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 très dur à passer. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi, tu sais. Puis aussi, en lien avec le deuil, Lucille, elle l'a soulevé un petit peu tantôt, il faut être fort. Hein? On vit une épreuve difficile, il faut être fort, il faut se relever tout de suite. Hey, êtes-vous déjà tombé sur la glace? Je ne sais pas s'il y a de la glace dans votre pays, là, mais au Québec, Un on petit est en peu, hiver. un petit Donc, peu. si je tombe sur la glace, c'est quoi le réflexe? OK, y a-t-il quelqu'un qui m'a vu? Donc, on veut tout de suite se relever, faire comme si de rien n'était. Pourtant, je suis simplement tombée sur la glace. Alors, pensez, si vous vivez une épreuve, un deuil, une difficulté, un défi grand comme ça, est-ce que vous allez tout de suite montrer comment vous vous sentez par rapport à ça? Donc, ça, c'est une croyance d'être fait fort, de garder ça pour soi. C'est incroyable. Puis dans le psycho, je sais que vous avez des programmes qui viennent défaire les croyances aussi. Et ça, c'est tellement important. Si moi, je vous mettais des chiffres par rapport aux croyances, est-ce que vous savez combien d'idées on a dans une journée? Combien d'idées circulent librement dans une journée dans notre tête, là? Pas dans notre tête commune, là, à nous six, dans une tête. Combien d'idées, pensez-vous? Des centaines, des milliers peut-être. Des milliers? Je ne sais Donc pas. 1000, 1500, 2000 ou plus que ça? 60 à 90 000 pensées par jour. Exactement. 70, ben là, 70 et 90 000, c'est les dernières statistiques qui donnent ça, puis c'est mesuré parce que notre cerveau, c'est un circuit électrique, on met des choses, on vient capter. Mais ce qui touche encore plus, c'est que 80% de ces pensées-là sont inconscientes. 80%. Et savez-vous quoi? C'est que 80% des idées qui passent dans notre tête de façon libre et inconsciente sont 80% négatives, dégradantes, limitantes envers qui? Envers soi. Donc, de ne pas m'autoriser à vivre un deuil, c'est rendu dans la normalité parce qu'on veut que ça se fasse vite, vite, vite. Hein? Les veillées funéraires sont beaucoup moins longues que quand j'étais haute comme 3 pommes. OK? Donc, des fois, c'est 1 heure de veillée funéraire, puis on se parle un petit peu, mais ça fait en sorte que ça reste. Le deuil, on n'en a pas parlé. Tu sais, tantôt, vous posez la question, qu'est-ce qui aide au niveau des deuils? Il y a beaucoup les rituels. Avant, quand j'étais petite, là, mon grand-père était exposé pendant 5 jours dans le salon de la maison. 5 jours. 5 jours à recevoir
les sympathies, les condoléances, les témoignages. On avait le temps de le dire, redire, puis répéter ce que papa avait fait, pas fait, bien fait, mal fait. Donc, ça aidait beaucoup au niveau du deuil. Aujourd'hui, dans la rapidité, beaucoup de gens en parlent moins parce que là, on veut être moins longtemps dans la zone inconfortable. Mais quand on est moins longtemps dans la zone inconfortable, ça fait ses petits ravages. Mettez des millions de petits serpents qui continuent à faire leurs ravages à l'intérieur de soi. Ça continue à rouler, là. Donc, notre rôle, à Lucille, à moi et à plein d'autres, c'est d'aider les gens à sortir du silence, à oser mettre des mots sur ce qu'ils disent. Puis, tu sais, je suis sûre que Lucille a là cette phrase-là que je vais dire, c'est que souvent, dans les accompagnements qu'on fait, les gens vont me dire à moi, ça je peux le témoigner, Lucille, tu me diras oui ou non, mais les gens vont dire, c'est la première fois que j'ose dire ceci. La première fois. Puis là, ça fait, ah, je suis tellement contente que tu oses le dire parce que déjà là, ça amorce le changement. Je Tu veux sais, dire que la oser. douleur a aidé à exprimer des choses qu'on gardait pour soi. Oui, mais la douleur, mais en fait, je te dirais comme ingrédient principal. Tu sais, tantôt, je vous ai dit que le deuil est unique, quel que soit le deuil que je vis, je ne le revivrai pas de la même intensité, de la même façon, même si j'ai déjà traversé plusieurs deuils. En fait, ce qui particularise le deuil, c'est que ça se passe en relation. Et le deuil, ben, on est en relation avec les gens, comme par exemple, je suis en relation avec Evelyne, je peux la voir, je peux y toucher, je peux lui donner un câlin, je la connais. OK? Mais mettons avec mes parents, je peux la voir, les toucher, l'entendre, lui parler, la sentir, sentir sa présence. Mais quand le deuil arrive, c'est le manque à travers tous ces sens-là. Donc, si la vie passe à travers la relation, le deuil passe également à travers la relation, le manque de relation. Donc, c'est là qu'on a besoin d'être à l'écoute de soi en passant par nos deuils, pas par nos deuils, excusez, je déparle, en passant par nos sens, en s'occupant de soi par nos sens. Qu'est-ce qui me fait plaisir à voir? Qu'est-ce qui me fait plaisir à entendre? Qu'est-ce qui me fait plaisir à toucher, à goûter, à sentir? Ça, c'est super important d'aller nourrir ces sens-là parce que c'est ce qui va me permettre de me faire du bien en cours de route. Puis même si je vis un deuil en blanc, si je vis un deuil en blanc, bien, de me rappeler avec la personne que j'accompagne, avec quoi j'avais du plaisir dans la vie, avec cette personne-là, puis de le ramener à petite dose, si la personne est encore capable. Parce que tu sais, la personne qui est en perte cognitive, si c'est de l'Alzheimer, les derniers souvenirs, ben, plus récent s'efface, plus récent, puis à un moment donné, s'il reste la mémoire éloignée, mais là, on est capable d'aller travailler avec la mémoire éloignée. Si c'est de la démence, moi, j'appelle, c'est des trous dans les nuages. Donc, à un moment donné, il y a un ciel gris, on n'a plus accès aux informations, mais oups, il y a des trous dans les nuages, et là, je peux avoir accès, comme ma belle-mère, elle faisait de la démence. Fait qu'il y avait des jours que je voyais que dans ses yeux, c'était le nuage gris, puis que je ne pouvais pas poser de questions pour accrocher son attention. Mais dans les journées où je pouvais percevoir une parcelle de ciel bleu, là, je disais, Madame Baron, combien d'enfants vous avez? Ah, elle me disait, j'en ai 4, j'en ai 5. Combien de petits-enfants? Pouvez-vous me nommer? Puis elle me nommait. Mais d'autres jours, elle n'était pas capable. Mais ça, je voyais que ça lui faisait plaisir de me parler de ses enfants. Fait que c'est de profiter de ces moments-là pour être proche de la personne parce que vous avez vécu avec elle. Fait que vous savez par vos sens qu'est-ce qui la touche. Puis si elle n'est pas capable de vous parler, on prend la main, on touche, on est proche physiquement ou on lui fait boire quelque chose qui lui fait du bien. On lui fait entendre une musique qui lui fait du bien pour ramener de la douceur dans son cœur. Excuse-moi, Evelyne, j'ai vu ta main. Alors, avant de repasser la parole à Evelyne, je voulais souligner que j'ai bien compris donc dans le deuil blanc une sorte de double deuil puisque on doit faire le deuil de la vie, de la relation qu'on avait avec cette personne qui a perdu ses facultés et puis quand elle décédera, il y a le deuxième deuil qui arrive. Et je me demande si on peut pas aussi parler pour ces catégories de personnes-là qui ont un certain âge d'un troisième deuil, qui en fait, quelque part, c'est le deuil de sa propre vie et du temps qui passe. Oui, Et, et oui.
qu'on est confronté à sa propre vie qui passe en voyant l'autre partir. Oui, effectivement. Effectivement, tu sais, puis même la perte d'autonomie, c'est un deuil aussi. Tu sais, tu vois que ton autonomie s'en va, mais la perte de voir qu'il te reste moins de jours à vivre. Puis ça me fait penser à une cliente qui m'avait vue au Québec. On a fait le Salon de la mort 2 années d'affilée en 2017-2018. Puis j'étais là comme exposante. Puis une cliente qu'on avait eu un super bel échange. Puis maintenant, elle m'a téléphoné, elle dit Claudine, elle dit, j'aimerais ça faire des rencontres avec toi pour préparer ma mort. Tu sais? Puis je trouvais ça super touchant. Fait qu'elle est venue travailler avec moi pour préparer sa mort. Puis en bout de ligne, elle m'a dit quelque chose de précieux. Elle m'a dit, tu sais-tu ce que je rencontre en travaillant ma mort avec toi? C'est que je travaille ma vie, comment je veux la vivre pour mes derniers jours. Et je vous le dis, là, puis j'ai le cœur qui fait ouf, ça fait une ouverture. C'était tellement beau de l'accompagner là-dedans, là. C'est magique. Puis, tu sais, quand je reviens ici, c'est aussi de s'autoriser à être vulnérable quand on vit des deuils, quand on vit des épreuves. On n'a pas à cacher notre vulnérabilité, on n'a pas à être à l'épreuve de tout. Mais la vulnérabilité, quand on se permet d'échanger cœur à cœur, c'est ça qui transforme. D'être entendu, vu, compris dans le registre où je vis mes affaires. C'est ça qui va aider le plus, 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 plus. Super. Merci Mhm. Claudine. Alors, je vais redonner la parole à Lucille en lui proposant de partager avec nous les protocoles qu'elle Oui. propose pour aider Il n'y Il y avait a pas de questions Evelyne avec pour... nos qui a outils. levé la main. Pardon. Ah, Il y a je ne Evelyne vois qui a pas les levé mains la qui se main. lèvent. Sorry. Oui, il y J'ai avait Ah une oui. barre noire devant, je ne l'avais pas vue. Sorry. Vas-y, Evelyne. En fait, c'était juste pour amener les deux questions qu'on avait des participants. J'allais Qui... répondre en fait. Ah, OK, Lucille, vous les aviez. OK, parfait. Oui, Bon, ouais, merveilleux. j'allais répondre en même temps. Oui. Et- Super. non, non, mais c'est bien, tant mieux. Oui, Stéphane, on va parler. Et alors, Claudine m'a lancé en parlant des cinq sens et je voulais juste sur 20 secondes partager quelque chose que je fais aussi au séminaire et qui me... Alors, les personnes elles arrivent, on explique les étapes du deuil. Un des éléments aussi, c'est savoir se situer dans les étapes, en fait. C'est ce qui est important et de ressentir tout ça. Et en fait, les cinq sens, tu m'as fait penser, Claudine, et en fait, c'est retrouver ces cinq sens. Et en fait, je leur dis, mais vous allez découvrir quelque chose, je vais vous faire découvrir inconsciemment, enfin, en conscience, pardon, quelque chose que vous n'avez jamais mangé. Alors, j'insiste, hein, jamais, 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 au grand jamais mangé. Et en fait, c'est un simple carré de chocolat. Mais on a les yeux fermés et du coup, on fait travailler tous les sens et à un moment donné, bien sûr, ils trouvent. Alors, je vois les sourires qui reviennent, mais en fait, avec un simple carré de chocolat, on rouvre cinq sens et c'est un beau moment que l'on passe dans les séminaires. Voilà, je voulais revenir ce témoignage-là par rapport aux Claudine et les cinq sens. Voilà. Il y Bien. avait une question ouais, sur quand est-ce que je sais que le deuil est passé. Je pense que, comme je disais, si on arrive, hein, Claudine, tu me diras aussi, si on arrive à se situer dans les étapes du deuil, et de l'expérience des séminaires et des différentes personnes, souvent on le sait quand on n'a plus de ces émotions et de cette souffrance, puisque le deuil, c'est la douleur, c'est la souffrance, quand ça s'atténue, en fait, on va sentir que tout doucement, en fait, on répare, on cicatrise et que tout doucement, ça se répare et que c'est moins difficile et on a plus le recours à la vie. On a plus le recours au petit bonheur et on regarde les choses différemment. Il y a quelque chose qui s'est opéré à l'intérieur qui fait que du coup, c'est ces petits bonheurs-là cumulés qui fait que du coup, on va avoir des projets. On reprend goût à un certain nombre de choses. Alors certains disent à la vie, on reprend goût aux différentes choses. On a à nouveau des projets. Voilà. Et c'est à ce moment-là sur ces qu'on sait qu'on arrive, on arrive au bout. Mais en fait, c'est un sujet qui est passionnant et de se faire accompagner, il y en a beaucoup.
c'est ça qu'aussi important de se faire accompagner. Même avant Covid, moi j'accompagnais à la fin de vie et accompagner les parents sur des pertes. Et c'est ça qui est très puissant en fait, se faire accompagner. Je pense que c'est aussi une très belle chose. Bien. Voilà. Donc, pour revenir au protocole que tu Oui. proposes, Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les protocoles, on peut avoir sur les séances du soir, peut-être une séance qui mérite vraiment d'être connue, c'est douceur et plaisir. Donc, si on regarde, je vous invite vraiment, parce que j'ai fait tout ce travail-là, à regarder dans chaque séance qui sont présentées l'explication de la séance. Et on retrouve dans cette séance-là les images positives et apaisantes, et c'est à écouter sur un difficile passage à vivre. Donc, je pense qu'on est vraiment dans cette thématique-là. Retrouver la joie peut être intéressant parce que ça aide les esprits chagrins de découverte à reprendre le chemin des changements nécessaires. Voilà, je pense que les mots parlent aussi. Ensuite, on a tout ce qui concerne le sommeil, tout ce qui concerne la gestion du stress. On en a quand même beaucoup, se libérer l'esprit. Moi, je trouve que, par exemple, digérer les traumatismes, gestion du stress après une séparation, sont quand même peuvent correspondre par rapport à ça. Et effectivement, en fonction de comment on ressent les choses, bien sûr, on ne va pas entendre la même chose. C'est ce qui est intéressant, d'écouter plusieurs fois, je pense, douceur et plaisir, alterner avec la gestion du stress, alterner avec intuition ou il y en avait une autre aussi que je trouvais assez ou arrêter toute la partie arrêter le temps, mais retrouver la confiance en soi. Voilà. Je pense qu'en alternant ces séances-là, ça peut permettre, et en écoutant plusieurs fois, je me souviens, tu disais tout le temps, Stéphane, au départ, quand une séance, on l'écoute et on la réécoute, peut nous permettre de pouvoir, on ne va pas l'entendre de la même manière. Et dans nos pensées, ça va travailler différemment, en fait. Après, on peut avoir joie de vivre, bien sûr, parce que joie de vivre, c'est quand même, si vous regardez, ouverture du potentiel, nettoyage nettoyage des ondes négatives et construction à reconstruction à la dépression. Donc voilà, c'est vraiment ces séances-là. Oui, je vois quelqu'un qui aussi met se libérer du futur, rayonner d'amour aussi. À un moment donné, quand on sent qu'on est en train de se reconstruire, ça peut être effectivement une séance aussi importante, absorber l'énergie vitale, faire cette séance-là le matin pour nous permettre justement de pouvoir avoir ces pensées qui vont nous permettre de nous reconstruire. il y en a un qui s'appelle aussi gestion du stress après une séparation, qui est Oui, une réouverture euh, à l'autre et qui est spécifique aux séparations. oui, moi je l'ai là. Mm. Bien. On Bah, peut, écoute, on avait dit avec Valérie, pourquoi pas donner un certain nombre d'exemples de séances avec comment les construire. Et c'est possible aussi que on l'envoie après pour les personnes qui seraient intéressées. super. Voilà. Bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre intervention. Je remercie aussi tous les participants. Je vous propose, pour ceux qui ne connaissent pas encore beaucoup, qui ont été invités par un ambassadeur, euh, ben, en tout cas, à retourner vers la personne qui vous a conseillé de venir nous écouter. Et si vous désirez faire une séance de découverte, eh bien, recontactez cette personne et elle se fera un plaisir de vous faire découvrir notre technologie. Alors, le prochain Café Psycho, c'est le 13 février, mais le thème reste encore une surprise. Donc voilà, merci à tous Merci beaucoup en tout cas. et à très bientôt. Merci de l'invitation. Merci. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.